Il a offert sa veste à une femme qui grelottait à l'arrêt de bus, ignorant qu'elle était une PDG qui. Il a offert sa veste à une femme qui grelottait à l'arrêt de bus, ignorant qu'elle était une PDG qui allait changer sa vie pour toujours. Le vent coupait New York comme une lame, la neige tombant régulièrement du ciel gris, recouvrant les trottoirs et étouffant le rugissement habituel de la ville. À un arrêt de bus presque désert, sous un lampadaire vacillant, Henri se tenait voûté dans une veste olive élimée. Serrant contre sa poitrine un dossier en manille usée. À l'intérieur se trouvaient 5 CV, 5 rejets silencieux. Il expira lentement, regardant son souffle se transformer en buée dans l'air froid de la nuit. 46 ans. Ancien ingénieur en bâtiment, veuf, père et pour l'instant, sans abri. La pensée s'abattit lourdement sur lui, comme la neige qui s'accumulait à ses pieds. La lueur rouge d'une enseigne de pharmacie voisine clignotait, 20h41. Le bus était en retard. Le froid avait traversé ses bottes usées. Puis, à travers la neige, une femme apparut. Elle semblait avoir une trentaine d'années, en jupe et chemisier de bureau, sans manteau, ses talons claquant sur le trottoir. Ses cheveux mouillés collaient à son visage, ses bras étaient étroitement enroulés autour d'elle. Elle s'arrêta sous le même auvent, le souffle court, les mains tremblantes. Henri essaya de ne pas la fixer, mais sa présence était frappante. Propre, soignée, mais souffrant visiblement du froid. Elle se frotta les mains nues, sans parvenir à les réchauffer. Il détourna le regard. Juste une autre nuit, juste un autre bus vers nulle part. Mais alors le vent hurla. Elle tressaillit, se recroquevilla, et Henri la regarda de nouveau. Sa veste n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Il pouvait la garder, rester silencieux, être comme tout le monde. Mais il ne le fit pas. Sans un mot, il retira son manteau, le froid le mordit durement. Il s'avança vers elle et le lui tendit. Surprise, elle dit « Vous n'êtes pas obligé de faire ça ». Henri lui adressa un sourire fatigué. « J'ai déjà assez perdu aujourd'hui, ce manteau. C'est la seule chose qu'il me reste à donner. » Elle hésita, « Mais vous en avez plus besoin que moi. » Pourtant, il le déposa doucement sur ses épaules. « Pas ce soir. » La chaleur la surprit. Ça sentait le savon, peut-être le café, le réconfort. Elle le serra plus fort sans le vouloir. « Merci, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, croisant les bras pour se réchauffer. Ils restèrent silencieux tandis que la neige tombait autour d'eux. Après un moment, elle se tourna vers lui. « Comment vous appelez-vous »« Henry. Je suis Claire. Enchanté de vous rencontrer, Claire. » Elle le regarda. « Vous n'auriez pas dû me donner votre veste. » Il sourit faiblement. « Probablement pas, mais je ne pouvais pas vous laisser geler. » Le faible grondement d'un bus rompit le silence. Des phares percèrent la neige alors qu'il s'approchait. Claire se dirigea vers lui, puis se retourna. « Avez-vous un endroit où aller » Henri haussa les épaules. « Quelque part, » dit-il, sans expliquer que c'était la banquette arrière d'un camion rouillé derrière un entrepôt. Elle plongea la main dans son sac à main et lui tendit une carte. « Au cas où vous auriez besoin de « et n'importe quoi. » Il la prit, la glissant dans son dossier sans la regarder. Il ne s'attendait pas à l'utiliser. Les gens disaient ce genre de choses tout le temps. La plupart ne le pensaient pas. Claire monta dans le bus, jeta un dernier coup d'œil en arrière, le manteau enroulé autour d'elle comme une armure. Henri regarda jusqu'à ce que le bus disparaisse dans la neige. De nouveau seul, il se mit à grelotter, non pas de froid, mais d'autre chose. Quelque chose de petit, de silencieux, de puissant. Il leva les yeux vers le ciel, puis vers la rue vide. « Peut-être demain, » murmura-t-il, puis se retourna et s'enfonça dans la nuit. Henri marchait lentement dans les ruelles tranquilles, la neige crissant sous ses chaussures usées. Inutile de se presser, personne n'attendait, aucune lumière n'était restée allumée à une fenêtre. Juste la familiarité froide de son camion, garé derrière un vieil entrepôt en bordure de la ville. Il l'atteignit juste après 9 heures. La vieille Chevrolet 98 était rouillée, le chauffage mort depuis longtemps. Sur le siège avant se trouvait un nid de couverture, un oreiller dans un coin et une boîte à lunch rangée sous le tableau de bord. Il monta, ferma la portière et s'assit en silence. De la boîte à gants, il sortit une petite boîte en fer blanc et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photographie délavée. Sa femme, Lily, souriant vivement, et leur fils, Noah, âgé d'environ 7 ans, avec un sourire en coin. « Bonne nuit, Lily, » murmura Henri. « Bonne nuit, Noah. » Il se pencha en arrière,
les yeux fixés au plafond, laissant les souvenirs l'envahir. Il avait autrefois été Henry Miles, ingénieur en structure. Il construisait des choses, des écoles, des maisons, des hôpitaux. Il avait une femme qui enseignait en maternelle, riait souvent, même quand la vie était dure. Leur fils avait son rire, joyeux et sans filtre. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Puis le cancer arriva. Au moment où ils le découvrirent, il était déjà au stade 4. Lily disparut en 9 mois. Henry quitta son emploi pour s'occuper d'elle. Ensuite, tout s'effondra. Les factures s'accumulèrent, les économies s'épuisèrent. Il vendit la maison, déménagea avec Noah dans des espaces de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le camion. Pourtant, il essayait de protéger son fils. Il transforma la banquette arrière en vaisseau spatial, les soupes en conserve en aventure, un parking en leur jardin. Chaque matin, il accompagnait Noah à l'école, rasé de près et la chemise rentrée. « Pourquoi te coupes-tu encore les cheveux ?» lui avait demandé un jour un travailleur social d'un refuge. Henry Surratt. « Parce que mon fils a besoin de croire que les choses peuvent s'améliorer, et j'ai besoin d'avoir l'air d'y croire aussi. » Il acceptait tous les emplois qu'il pouvait trouver. Déménager des meubles, réparer des gouttières, balayer des chantiers de construction. Ce n'était pas suffisant, mais cela les maintenait ensemble jusqu'à l'automne dernier. Un travailleur social intervint, disant que ce n'était pas sûr, que Noah avait besoin de stabilité. Henry Nebraska discuta pas. Il savait qu'ils avaient raison. Les yeux embués, il signa les papiers, serra son fils dans ses bras et promit. « Juste pour l'instant, je reviendrai te chercher. » Depuis lors, chaque jour avait été une ascension. Il envoyait des CV, faisait la queue au salon de l'emploi, prenait des notes lors d'ateliers gratuits, étudiait les codes à la bibliothèque. Il élaborait un plan, lentement, tranquillement. Ce soir-là, ce plan lui semblait plus lointain que jamais. Pourtant, assis dans son camion froid, se frottant les bras pour se réchauffer, il pensait à Claire, la femme à l'arrêt de bus. Au froid qu'elle avait semblé avoir, à sa surprise quand il lui avait offert son manteau. Il ne savait pas pourquoi il l'avait fait, peut-être parce qu'elle lui rappelait Lily, ou peut-être avait-il juste besoin de sentir qu'il pouvait encore faire quelque chose de bien, qu'il était toujours l'homme qui donnait plus qu'il ne prenait. Dehors, la neige continuait de tomber. Henry se couvrit d'une couverture, s'appuya contre la vitre froide et ferma les yeux. Il n'avait pas grand-chose, mais il savait encore lui-même, et pour l'instant, cela devrait suffire. Claire entra dans le hall élégant de son immeuble, la chaleur intérieure l'enveloppant comme une douce couverture. Le portier la salua d'un signe de tête poli, mais elle le remarqua à peine. Ses talons claquèrent doucement sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, toujours étroitement enveloppée dans la veste que l'étranger lui avait donnée. Elle n'avait pas eu l'intention de la prendre, en fait, elle avait essayé de refuser, mais l'homme, Henry, avait-il dit, avait insisté avec un regard qui avait calmé toute autre protestation. Maintenant, la veste pendait maladroitement sur elle, trop grande et élimée, mais plus chaude que tout ce qu'elle avait porté depuis des années. Elle entra dans son appartement-terrasse au 28e étage et fut immédiatement accueillie par le silence. Pas de télévision, pas de musique, pas de rire, juste le bourdonnement des appareils modernes et le hurlement lointain du vent d'hiver à travers les épaisses vitres. Claire laissa tomber son sac à main sur la table de l'entrée et retira lentement la veste. Elle était sur le point de la mettre de côté lorsque ses doigts effleurèrent quelque chose dans la poche intérieure. Curieuse, elle y plongea la main et en sortit un morceau de papier plié. Il était usé, corné au coin, maculé d'empreintes digitales et du temps. Elle le déplia soigneusement. C'était un dessin d'enfant, fait au crayon. Deux bonshommes allumettes se tenaient la main sous un soleil de travers. L'un était étiqueté « Papa », l'autre « Moi ». Un petit cœur flottait entre eux. En bas, d'une écriture mal assurée, figuraient les mots « Je t'aime, papa, Noah ». Claire resta figée. Elle regarda le dessin, les mots se brouillant devant ses yeux. Un tremblement la parcourut et elle s'affaissa sur le bord de son canapé, la veste toujours dans une main, le dessin dans l'autre. Sa gorge se serra. Noah. Le nom lui resta gravé dans l'esprit comme une épine. La façon dont Henry avait tenu le dossier, la fatigue dans ses yeux, le poids dans sa voix. Tout prenait sens maintenant. Ce n'était pas seulement un homme qui lui avait donné son manteau. C'était un père. Un père qui portait encore un morceau de son enfant près de son cœur. Un père qui n'avait rien, mais qui choisissait quand même de donner. Elle regarda autour de son appartement. L'endroit était immaculé.
Au plafond, meubles de designer, murs de verre, pas un seul cadre photo ni touche personnelle. Un espace conçu pour le succès, pas pour la chaleur. Claire plia doucement le dessin et le posa sur ses genoux. Puis, sans réfléchir, elle serra la veste contre elle, la serrant fort contre sa poitrine. Elle sentait encore faiblement quelque chose de familier. Peut-être de la lessive, peut-être un souvenir, et soudain, sans prévenir, des larmes montèrent à ses yeux. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Pas vraiment. Pas depuis qu'elle était une petite fille, froide et affamée, assise sur les marches d'une église, espérant que quelqu'un la remarquerait. Cette nuit-là, quelqu'un l'avait fait. Un homme aux yeux gentils et au visage buriné. Il avait enlevé son manteau et l'avait enroulé autour de ses épaules. Il n'avait pas dit grand-chose, juste souri et lui avait dit qu'elle irait bien. C'était le premier acte de gentillesse dont elle se souvenait, la première fois qu'elle s'était sentie vue. Elle n'avait jamais revu l'homme, mais ce moment avait tout changé. Claire renifla et associala Joe de revers de la main. Elle n'était plus la même fille. Elle s'était frayé un chemin hors du système de placement familial, avait traversé l'université grâce à des bourses et à une détermination à toute épreuve, avait bâti Infinity Group à partir d'une simple idée d'application pour en faire l'une des entreprises technologiques les plus influentes de la côte. Elle avait gagné chaque dollar, chaque récompense. Mais quelque part en cours de route, elle avait oublié ce que signifiait avoir besoin, ce que signifiait donner. Ce soir, un étranger le lui avait rappelé. Elle regarda de nouveau le dessin, le petit cœur tremblant entre les bonshommes allumettes, puis le manteau dans ses bras. Trop grand, trop usé, mais lourd de sens. Et pour la première fois depuis très longtemps, Claire Langston pleura, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce que quelque chose en elle avait été doucement, magnifiquement fissuré. Le lendemain matin, Claire était assise à son bureau, une tasse de café intacte refroidissant à côté d'elle. La ligne d'horizon s'étendait à l'infini au-delà des baies vitrées de son bureau. Mais ses yeux étaient fixés sur le dessin froissé dans sa main. Les bords étaient maintenant usés à force d'être dépliés et repliés, comme si elle essayait de mémoriser chaque coup de crayon. Elle avait à peine dormi. Elle n'arrêtait pas de rejouer la nuit précédente, la façon dont Henri avait offert son unique manteau sans hésitation, la dignité tranquille dans sa voix, la douleur derrière son sourire fatigué. Quelque chose chez lui la hantait, pas seulement la gentillesse, mais le chagrin qu'il s'efforçait tant de cacher. Elle ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit une petite cloche en argent. Quelques instants plus tard, son assistante, Rachel, entra. « Oui, mademoiselle Langston. J'ai besoin que vous m'aidiez à trouver quelqu'un, dit Claire, son ton calme et ferme. Rachel cligna des yeux. « Bien sûr, qui ?» Claire hésita une fraction de seconde. « Il s'appelle Henri. Je n'ai pas de nom de famille. Il était à l'arrêt de bus de la 56e et Madison hier soir vers 20h30. Il m'a donné sa veste. Je veux le retrouver. » Rachel parut surprise, mais elle hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. Et Rachel, cela reste entre nous. » Au cours des jours suivants, les instructions de Claire furent exécutées avec une efficacité discrète. Son équipe, habituée à localiser des développeurs insaisissables et des cadres débauchés, mit désormais ses compétences au service de la reconstitution de la vie d'un homme qui vivait dans l'ombre. Ils récupérèrent les images des caméras de surveillance des intersections les plus proches. La silhouette d'Henri apparut brièvement, floue et emmitouflée dans sa veste. Ils tracèrent les itinéraires de bus qui s'arrêtaient dans cette zone à l'heure où Claire était montée à bord. En recoupant avec les registres d'entrée, ils réduisirent le nombre de passagers potentiels à une poignée. Aucun d'entre eux ne correspondait aux bases de données des entreprises. Finalement, Rachel revint avec un mince dossier. « Il s'appelle Henry Miles, dit-elle. Il était ingénieur en structure, pas de dossier d'emploi récent. J'ai trouvé des messages sur des forums en ligne demandant des offres d'emploi. Il a indiqué un numéro de contact lié à un téléphone prépayé, pas d'adresse permanente. » Claire feuilleta les pages, une copie d'une vieille photo de permis de conduire, un profil LinkedIn figé dans le temps, le scan d'une licence de construction expirée depuis longtemps. Pas de casier judiciaire, pas de scandale, juste l'absence. Claire referma le dossier. Le silence dans la pièce semblait lourd. Où est-il maintenant? Rachel se déplaqua. Un de nos gars l'a repéré hier près de l'extrémité sud du Bronx. Il y a un vieux pick-up garé derrière un entrepôt. On l'a vu aller et venir, y dormir. Clyde se leva.
Je veux y aller. Rachel hésita. Claire, êtes-vous sûr? Nous pourrions prendre des dispositions pour que quelqu'un l'approche ou l'amène ici. Non, interrompit Claire. Ce n'est pas une réunion, c'est personnel. Rachel ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent. Je demanderai à quelqu'un de vous conduire. 1 heure plus tard, Claire était assise à l'arrière d'une berline noire qui se faufilait dans des rues bien éloignées des salles de conseil et des tours de verre. Elles passèrent devant des devantures de magasins fermés, des murs couverts de graffitis et des gens qui se déplaçaient la tête baissée contre le froid. Le chauffeur s'arrêta près de l'entrepôt. Claire le vit immédiatement. La vieille Chevrolet nichée dans l'ombre, la neige entassée autour de ses pneus. On aurait dit qu'elle n'avait pas bougé depuis des jours. Elle sortit dans le froid. L'air sentait la rouille et le béton humide. Ses talons crissaient doucement sur le gravier alors qu'elle marchait lentement vers le camion. À travers le pare-brise, elle pouvait tout juste distinguer une silhouette sur le siège avant. En s'approchant, la portiera grinça en s'ouvrant. Henri sortit, clignant des yeux à la lumière du jour. Il la regarda avec confusion au début, puis la reconnut. Son expression changeait. Perplexité, prudence, puis quelque chose comme de l'embarras. Claire, dit-il, sa voix rauque de sommeil et de surprise. Elle esquissa un petit sourire incertain. Salut, Henry. Il baissa les yeux sur lui-même, sur ses vêtements froissés, ses bottes saupoudrées de neige, le camion derrière lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te trouver. Dit-elle simplement. Il fronça les sourcils, croisant les bras. Pourquoi? Elle hésita. Parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que tu as fait, au genre de personne qui donne son unique manteau à un étranger. Henri eut un rire amer. Tu n'avais pas besoin de me traquer pour ça. Une carte de remerciement aurait suffi. Il ne s'agit pas de remerciement, dit-elle. Il s'agit de ne pas laisser quelque chose de bien disparaître sans être vu. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. 2 personnes de mondes différents, réunies par un acte improbable dans un vent glacial. Henri expira finalement. Tu es venu jusqu'ici juste pour ça? Claire hocha la tête. Oui, et peut-être quelque chose de plus. La fois suivante où Claire vit Henri, il était penché sur une pile de parpaings sur un chantier de construction en bordure du Queens. Elle avait attendu dans sa voiture pendant 20 minutes, l'observant de loin alors qu'il se déplaçait régulièrement, silencieusement, transportant, empilant, soulevant, dans le froid mordant, avec la résolution tranquille d'un homme habitué à être négligé. Il portait une chemise en flanelle usée, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras malgré le froid, et son souffle s'échappait en nuages visibles. Ses mains étaient calleuses, ses ongles sales, mais ses mouvements étaient précis, efficaces, déterminés. Quand il prit sa pause et s'assit sur un muret avec une bouteille d'eau en plastique à la main, Claire sortit de la voiture et se dirigea vers lui. Henri leva les yeux et sursauta. Il se leva rapidement, époussetant la poussière de son pantalon. « Claire! Salut encore, dit-elle, son sourire petit, sincère. Qu'est-ce que tu fais ici? » Elle lui tendit une tasse de café qu'elle avait apportée. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de chaud. » Il la prit avec hésitation, ses yeux cherchant les siens. « Tu n'avais vraiment pas à le faire. »« Je sais, mais je voulais. » Ils restèrent silencieux un instant avant qu'elle n'ajoute. « Voudriez-vous venir avec moi? Juste un instant? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Henri baissa les yeux sur ses bottes de travail, puis sur le contremaître au loin. « Il me reste encore quelques heures de travail. »« Je lui ai déjà parlé, » dit Claire. « Je lui ai dit que vous aviez un entretien. » Ses sourcils se haussèrent. « Je n'ai pas d'entretien. »« Si, maintenant, répondit-elle. » Henri laissa échapper un petit rire, plus surpris qu'amusé. « D'accord, voyons de quoi il s'agit. » Ils roulèrent en silence. Henri regardait par la fenêtre, s'agitant de temps en temps, conscient de son apparence. Jean poussiéreux, mains rugueuses, la légère trace de sueur sur son col. Claire ne semblait pas le remarquer. Lorsqu'ils arrivèrent au siège social d'Infinity Group, au centre-ville, Henri hésita dans le hall au sol de marbre, observant les immenses parois de verre, le chrome poli, le bourdonnement incessant des gens en costume. « Je n'ai pas ma place ici, » dit-il à voix basse. Clay se tourna vers lui. « Montez juste. » Ils entrèrent dans une salle de conférence privée avec des baies vitrées donnant sur la ville. Claire lui offrit un siège, puis ferma la porte et s'assit en face de lui. Henri s'éclaircit la gorge. « Alors, de quoi s'agit-il? Rendre le manteau? » Claire secoua la tête. « Non, il ne s'agit pas du manteau. Je l'ai gardé.
C'est à moi maintenant. Henri cligna des yeux. D'accord. Elle se pencha en avant. Je ne suis pas venu vous remercier. Je suis venu parce que vous m'avez fait me souvenir de quelque chose que j'avais oublié. Une version de moi-même que j'avais enterrée sous des années de conseils d'administration et de délai. Vous m'avez rappelé que le vrai changement ne commence pas toujours par l'innovation ou la stratégie. Parfois, il commence par la gentillesse. Henri baissa les yeux. Claire, je suis juste un gars qui essaie de survivre. Et c'est exactement pourquoi je vous ai amené ici. Elle fit glisser un dossier sur la table vers lui. À l'intérieur se trouvait une proposition d'emploi, un contrat, un nouveau poste, conseiller en valeurs culturelles et humaines. Henri fronça les sourcils en feuilletant les pages. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau rôle que j'ai créé. Quelqu'un qui assiste aux décisions des départements, aux programmes de formation, aux discussions sur le développement. Non pas pour parler chiffres ou stratégies, mais de personnes, de valeurs, de compassion. Vous partageriez vos expériences, aideriez à façonner le cœur de cette entreprise. Henri rit maladroitement, secouant la tête. Claire, regardez-moi. Je n'ai pas de diplôme en psychologie. Je ne suis pas diplômé de Harvard. Je dors dans un camion. Vous étiez ingénieur. Je n'ai rien construit depuis des années. Vous avez construit un moment que je n'oublierai jamais. Dis doucement Claire. Henri détourna le regard, accablé. Ce n'est pas de la charité, continua-t-elle. C'est un rôle que vous seul pouvez remplir. Vous savez ce que c'est que d'être invisible, d'être ignoré. Et pourtant, vous vous êtes arrêté dans le froid et avez donné votre unique manteau à une inconnue. Cela m'en dit plus sur le leadership que n'importe quel CV ne le pourra jamais. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. Je ne suis pas qualifié. Dit-il finalement, la voix basse. Claire se pencha en avant, son regard inébranlable. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour apprendre aux gens à s'occuper des autres, parce que vous le vivez tous les jours. Claire le regarda droit dans les yeux et dit, vous n'avez pas besoin de diplôme pour apprendre aux gens à être gentils, parce que vous l'avez vécu. Et c'est plus puissant que tout ce que vous pourrez jamais mettre sur papier. La gorge de Henri se serra. Il baissa les yeux sur la proposition, puis la regarda de nouveau. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose vaciller en lui. Pas la peur, pas la défaite, mais l'espoir. Brut, inconnu, terrifiant. L'espoir. Henri était assis seul sur le banc devant l'imposant immeuble de bureau, la proposition d'emploi posée, non lue, sur ses genoux. Ses doigts parcouraient les bords du dossier, mais ses yeux fixaient la rue animée, sans se concentrer. Il ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas. Quelque part au fond de lui, il le voulait. Mais la peur l'agrippait, serrée et familière. Le genre qui murmurait des choses cruelles tard dans la nuit. Elle est juste gentille. Ce n'est pas réel. Tu vas tout gâcher. Tu le fais toujours. L'offre ressemblait à un piège enveloppé de gentillesse. Et Henri, qui avait passé des années à apprendre à se méfier de tout ce qui semblait trop beau pour être vrai, ne pouvait pas se défaire du poids du doute. Il ne vit Claire sortir de l'immeuble et marcher vers lui que lorsqu'elle s'assit à côté de lui en silence. « Vous ne l'avez pas ouvert ?» dit-elle doucement. Henri eut un petit rire sec. « Je ne pensais pas en avoir besoin. Je sais déjà comment ça se termine. » Claire pencha la tête. « Comment? Quelqu'un comme moi ne finit pas dans un endroit comme celui-ci. On ne construit pas une entreprise comme Infinity en embauchant des gens qui dorment dans des camions. Vous pensez que je vous ai fait une offre par pitié. Je pense que je n'ai pas ma place dans votre monde. » Claire regarda devant elle un instant, puis se leva. « Viens avec moi, juste pour 1 heure. » Claire, pas de costume, pas de réunion. Fais-moi juste confiance. Contre son instinct, il se leva. Ils roulèrent en silence pendant plus de 30 minutes, loin des tours étincelantes de la ville et dans un quartier plus calme. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un modeste bâtiment en briques rouges avec un auvent vert délavé. Une enseigne peinte indiquait « La maison de Thomas », un espace sûr pour chaque enfant. Henri la suivit à l'intérieur. Les murs étaient clairs, couverts d'empreintes de mains, d'animaux peints, de citations sur la gentillesse. L'air sentait légèrement les crayons de cire et le pain chaud. Des rires résonnaient au bout du couloir. Aigus, joyeux, sans filtre. Des enfants. Claire le conduisit devant une cuisine communautaire, une salle de lecture, dans une vaste salle de jeux remplie de jouets d'occasion et d'affiches faites à la main. Des enfants de tous âges étaient étendus sur le sol, construisant des puzzles, lisant, jouant. Cet endroit,
dit doucement Claire, porte le nom de l'homme qui m'a sauvé. Henry la regarda. J'ai grandi dans des foyers d'accueil, j'ai été trimballé. Certains étaient gentils, d'autres non. Une nuit, je me suis enfui. Il gelait. J'avais 12 ans. Je me suis recroquevillé devant une église, attendant juste le matin. Elle marqua une pause. Sa voix s'adoucit. Il m'a trouvé. Un vieil homme nommé Thomas. Il m'a donné son manteau. Il est resté avec moi toute la nuit. Il n'a pas posé de questions, il est juste resté. Henry ne parla pas. Il ne pouvait pas. Je ne l'ai jamais revu, continua Claire. Mais ce moment, c'était comme si quelqu'un avait tendu la main dans l'obscurité et avait dit « Tu comptes. J'ai construit cet endroit à cause de lui. » Elle se tourna pour faire face à Henry. Et la semaine dernière, quelqu'un d'autre m'a donné un manteau. Il ne savait pas qui j'étais. Il n'a rien demandé, il a juste donné. Henry de glottit difficilement. Vous me rappelez lui, dit-elle. Non pas à cause de ce que vous m'avez donné, mais à cause de qui vous êtes. Ils restèrent silencieux, entourés par les bruits de la vie et des rires. Les yeux d'Henry parcoururent la pièce, les enfants qui jouaient, un bénévole qui nouait un lacet, un jeune garçon qui lisait à haute voix avec trop d'énergie. C'était chaleureux, réel. Claire lui toucha doucement le bras. « Je n'ai pas besoin que tu t'intègres dans une salle de conseil, Henry. J'ai besoin que tu rappelles aux gens ceci, ce que signifie prendre soin des autres. » Henry ne répondit pas avec des mots. Ses yeux étaient humides maintenant. Il baissa les yeux, essayant de les chasser en clignant des yeux, mais ils vinrent quand même. Des larmes silencieuses, sans défense. Et puis il hocha la tête. Non pas pour le travail, non pas pour le salaire ou le titre, mais parce que pour la première fois depuis des années, il le sentait. Il était toujours nécessaire, toujours utile, toujours humain. Henry se tenait immobile au centre d'une pièce pleine de joie et de rire, une seule larme coulant sur son visage buriné, non pas de tristesse, mais du profond soulagement de réaliser qu'il comptait toujours. Le premier jour d'Henry chez Infinity Group ne commença pas en fanfare. Il n'y eut pas de fête de bienvenue, pas de communiqué de presse, juste une réunion discrète dans une petite pièce aux parois de verre au 5e étage, avec quelques chefs de service sceptiques et une pile de pense-bêtes. Claire l'avait présenté simplement. Voici Henry Miles. Il est ici pour nous aider à construire quelque chose de plus significatif que le simple profit. Les regards étaient polis mais incertains, mais Henry ne broncha pas. Il commença par partager son histoire, non pas la version larmoyante, non pas celle qui fait les gros titres, juste des bribes honnêtes. Ce que cela faisait de tout perdre, de se réveiller dans un camion glacial, d'aller à des entretiens d'embauche en sachant que ses chaussures avaient des trous, de choisir quand même la gentillesse. Au début, ils écoutèrent avec une curiosité prudente. À la fin de ces premières semaines, ils se penchaient en avant. Henry avait une façon de parler qui ne prêchait ni ne jouait la comédie. Il posait des questions qui faisaient réfléchir les gens. Quand avez-vous vraiment regardé quelqu'un dans les yeux pour la dernière fois? Connaissez-vous le nom du concierge qui nettoie cet étage? Que feriez-vous si vous voyiez quelqu'un pleurer dans la salle de pause? Il n'arrivait pas avec des graphiques ou des données. Il arrivait avec de l'empathie. Lentement, un changement commença. Un par un, les employés commencèrent à le solliciter, d'abord les stagiaires, puis les développeurs juniors, puis les chefs de service. Certains venaient pour parler de stress, d'autres d'épuisement professionnel. Quelques-uns venaient juste pour s'asseoir tranquillement pendant le déjeuner. Henry écoutait, et quand il parlait, il n'offrait pas de solution. Il offrait une perspective. « Vous n'êtes pas brisé », dit-il un jour à un jeune programmeur qui avait avoué ne pas avoir dormi depuis 3 jours. « Vous êtes juste fatigué. Être fatigué ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous vous êtes soucié trop longtemps sans que quelqu'un ne se soucie de vous en retour. » Cette phrase finit par être scotchée aux portes des bureaux, imprimée sur des tasses, citée dans tous les emails de l'entreprise. Claire observait tout cela depuis son bureau d'angle. Elle vit comment les conversations dans la salle de pause changeaient, comment les rires revenaient, comment la productivité augmentait, non pas à cause de la pression, mais parce que les gens se sentaient vus. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Henry n'ait son propre espace officiel, petit, confortable, rempli de plantes, de livres d'occasion et d'une cafetière qui ne semblait jamais se vider. En dehors du travail, la vie commença à se reconstruire de manière discrète et significative. Avec l'aide de Claire et une petite allocation logement de l'entreprise, Henry put verser un acompte sur une modeste maison d'une chambre en bordure de Brooklyn. Ce n'était pas grand-chose,
mais elle avait un porche, un lopin de jardin et des murs qui ne claquaient pas au vent. Plus important encore, elle avait de la place pour Noah. Maintenant, dans sa première année à l'université locale, Noah avait réemménagé avec son père. Leur premier dîner dans la nouvelle maison fut simple, spaghettis et pain à l'ail, mais Henri s'en souviendrait toute sa vie. « Tu as tenu ta promesse », avait dit Noah ce soir-là, les larmes aux yeux. Henri n'avait pas répondu. Il ne le pouvait pas avec des mots, mais le regard dans ses yeux disait tout. Quant à Claire, elle et Henri se voyaient presque tous les jours. Au début, il s'agissait de travail, de réunions, de stratégie, de collaboration. Puis, sans essayer, c'est devenu plus. Ils commencèrent à déjeuner ensemble, puis à marcher ensemble jusqu'au métro. Puis les cafés du week-end se transformèrent en soirées passées à regarder de vieux films, à parler de tout et de rien. Ce ne fut pas dramatique, ce ne fut pas rapide, c'est juste arrivé. C'étaient deux personnes qui avaient passé des années à se construire une armure, pour finalement trouver du réconfort dans la compagnie tranquille de quelqu'un qui ne demandait rien d'autre que de la présence. Un après-midi tardif, alors qu'il se tenait sur le toit de l'immeuble, regardant le soleil se coucher derrière la ligne d'horizon, Claire dit doucement « Tu as changé cet endroit, Henri. » Il eut un petit rire. « Non, je leur ai juste rappelé ce qu'ils savaient déjà. » Elle le regarda, « Et tu me l'as rappelé à moi aussi. » Henri venait de terminer un atelier sur la résilience, lorsqu'un jeune homme s'attarda après que tout le monde soit parti. Il ne paraissait pas plus de 22 ans, maigre, pâle, les yeux cernés par le manque de sommeil. « Je voulais juste dire quelque chose, » dit-il, la voix tremblante. « Le mois dernier, j'allais tout quitter. La vie, je veux dire. J'en avais fini. Mais ensuite je vous ai entendu parler, et ça m'a arrêté. » Henri resta immobile, le cœur battant. Vous avez dit quelque chose sur le fait que les gens n'ont pas besoin d'être réparés, ils ont juste besoin d'être entendus. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. C'était comme si quelqu'un me voyait enfin. Le jeune homme déglutit difficilement. Sans vous, je ne pense pas que je serais là. La poitrina de Henri s'asserra. Il s'avança et posa une main sur l'épaule du jeune homme. Je suis vraiment content que vous soyez là. Après le départ du jeune homme, Henri s'assit sur sa chaise, la pièce soudainement silencieuse, les mots résonnant dans son esprit. Il s'était autrefois demandé s'il compterait encore un jour. Maintenant, il avait sa réponse. L'atrium d'Infinity Group n'avait jamais ressemblé à ça auparavant. Fini les bannières des réalisations trimestrielles et des lancements de produits. À leur place pendaient de doux rideaux blancs, des guirlandes de lumière chaude et une immense enseigne qui disait en lettres élégantes « Une journée de gentillesse ». Les employés se tenaient côte à côte, vêtus de leurs plus beaux atours, non pas pour les affaires, mais pour quelque chose de bien plus significatif. Sur la scène centrale, Claire Langston s'avança vers le pupitre, son regard balayant la salle. « Cette journée ne concerne pas les mesures, » commença-t-elle. « Elle concerne les moments. » La salle se tut. Il y a un an, j'attendais à un arrêt de bus dans un froid glacial, seul, fatigué et plus perdu que je ne le réalisais. Et puis un homme, que je n'avais jamais rencontré, a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait cette nuit-là. Il m'a donné son manteau. Un murmure delicanescens parcourut la foule. Claire sourit doucement. Il était vieux, usé, mais c'était tout, parce qu'il m'a rappelé que la gentillesse, la vraie gentillesse, n'attend pas que ce soit pratique. Elle se manifeste quand le monde s'y attend le moins. Elle se tourna vers le chevalet à côté d'elle et retira le tissu qui le recouvrait. Là, derrière un cadre en verre, se trouvait le même manteau, effiloché aux manches, délavé par des années d'utilisation, mais conservé comme quelque chose de sacré. En dessous, gravé sur une plaque de bronze, figuraient les mots « Un petit acte de gentillesse peut réécrire une vie ». La voix de Claire vacilla légèrement. Cet acte n'a pas seulement changé ma nuit, il a changé le cours de ma vie, et aujourd'hui nous honorons non seulement ce moment, mais l'homme qui l'a rendu possible. Elle se tourna vers le bord de la Seine. « Henri, voulez-vous monter ici ?» Henri se leva lentement de son siège. Vêtu d'un simple costume, emprunté à un ami, mais repassé avec soin, il se fraya un chemin sous les applaudissements. Son visage, toujours marqué par le temps et les épreuves, portait maintenant quelque chose de plus léger, de plus paisible. Il monta à côté d'elle. Claire plongea la main dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. « Ceci vous appartient, » dit-elle. Henri l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété de sa nouvelle maison, tamponné et officiel.
Des halètements résonnèrent dans la foule. Claire se pencha avec un sourire. Plus besoin de dormir dans des camions. La salle éclata de nouveau en applaudissements, mais Henri leva la main. « J'ai aussi quelque chose, » dit-il en plongeant lentement la main dans la poche de sa veste. Il en sortit une petite boîte, simple, usée, manifestement conservée depuis un certain temps. Il regarda Claire, le cœur battant. « Vous avez dit que ce manteau avait changé votre vie, mais vous avez changé la mienne. Vous m'avez rendu mon nom, mon fils, un toit et l'espoir. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, pas tapée accent grave l'œil, mais brillant doucement sous les lumières. « Je l'ai gardée dans la poche, » dit-il, la voix tremblante, « parce que s'il y a quelque chose de plus précieux que ce manteau, c'est vous. » Claire le regarda, les yeux s'emplissant de larmes. « Claire Langston, voulez-vous m'épouser ?» Un instant de silence, puis elle rit, un son doux, étranglé, magnifique, et hocha la tête à travers ses larmes. « Oui, bien sûr que oui. » La foule se leva en une ovation debout, les acclamations et les applaudissements rebondissant sur le haut plafond de verre. Un mois plus tard, ils se marièrent. Le mariage n'eut pas lieu dans une grande salle de bal ou un complexe 5 étoiles. Il eut lieu à la maison de Thomas, le petit centre communautaire en briques rouges qui signifiait tant pour eux deux. Les enfants firent des fleurs en papier. Les chaises étaient dépareillées. Le gâteau fut préparé par l'un des stagiaires du programme de mentorat d'Henri, mais la pièce brillait de quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Claire portait une simple robe blanche, les cheveux lâches. Henri portait de nouveau ce même costume. Noah se tenait à ses côtés, en tant que témoin. Les invités étaient des bénévoles, des collègues, des gens des refuges et des dizaines de jeunes employés qui s'étaient autrefois assis dans le petit bureau d'Henri à la recherche d'un but. Pendant les vœux, Claire tint les mains d'Henri et le regarda dans les yeux. « Une fois, tu m'as donné un manteau, » dit-elle, la voix claire et assurée. « Ce soir, je te donne toute ma vie. » Ces mots tombèrent sur la pièce comme la lumière du soleil à travers un vitrail. Doux, radieux, inoubliable. Henri ne put parler. Il hocha simplement la tête, des larmes coulant sur ses joues tandis que la foule autour d'eux s'essuyait les yeux. Des rires suivirent. La musique joua. La réception se déversa dans la cour où les enfants couraient pieds nus et des guirlandes lumineuses dansaient dans le crépuscule. Quelqu'un prit une photo. Henri et Claire se tenaient sous l'enseigne de la maison de Thomas, côte à côte, sa tête sur son épaule, son bras autour d'elle, et à côté d'eux, sur un chevalet, se trouvait le vieux manteau. Silencieux, usé, et maintenant immortalisé. Cette image allait circuler en ligne, partagée, repostée et commentée. Un symbole non seulement de seconde chance, mais de la façon dont quelque chose d'aussi simple que la gentillesse pouvait atteindre le froid et tout réécrire. Parfois, le plus petit geste, un manteau, un sourire, un mot gentil, peut avoir un écho plus lointain que nous ne l'imaginons jamais. Henri n'avait pas grand-chose, mais il a donné ce qu'il pouvait. Et en retour, il n'a pas seulement changé la vie de Claire, il a trouvé l'amour, un but et un nouveau départ. Leur histoire nous rappelle à tous que la gentillesse n'exige pas la perfection, juste la présence, juste le cœur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'espoir vit encore dans des endroits inattendus, veuillez aimer, partager et vous abonner à Soul Steering Stories. Ici, nous racontons les histoires qui réchauffent le cœur, restaurent votre foi en l'humanité et nous rappellent ce qui compte vraiment. D'ici la prochaine fois, restez bienveillants et continuez à CR. War.